Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, je vous propose d'aller direction IAI, donc AUVA. Là-bas, nous verrons comment est planté le taro, donc un système d'irrigation un peu différent de la Grande Terre. Donc nous irons dans le champ de Jacob Waeo. Duke Menongo nous en parle dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, dans notre rubrique Job Éducation, nous recevons donc un invité, Sandrine Gravier, responsable pédagogique du DUT GEA, qui va voir le jour donc l'an prochain à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, dans notre rubrique On s'occupe de vous, nous parlerons donc du système fonctionnel du corps, comment danser sans se faire mal. On en parle avec Anna dans notre rubrique On s'occupe de vous. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Viviane Arou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes collaboratrice au cabinet de Gilbert Thuénan qui s'occupe du transport au gouvernement. Alors aujourd'hui, il sera question un peu de la mobilité, du transport en Nouvelle-Calédonie. Alors, comment améliorer les transports de demain, que ce soit sur terre, dans les airs et sur la mer? Donc, c'est une question, une problématique qui vous a été posée, que vous avez organisée le 15 et 16 septembre à Bourail. Est-ce que cette question a été justement répondue? Est-ce que la réponse a été donnée? Alors, la problématique du transport, en fait, elle a déjà été abordée donc, depuis 2012, puisque c'est à cette date-là que le territoire a commencé à se pencher sur la question. Donc, le schéma global de transport et de la mobilité a commencé à faire son chemin depuis cette date-là. Donc, depuis... il faut aussi signaler que le schéma global de transport et de la mobilité s'inscrit dans le cadre aussi de la réflexion de NC 2025. Puisque, comme vous le savez, c'est quelque chose qui veut défendre une démarche globale, donc au niveau du pays. Alors, pour en revenir au forum de mobilité qui s'est déroulé donc, sur Bourail, en fait, c'est le deuxième forum, puisque le premier forum, on l'a organisé donc l'année dernière autour de la problématique suivante: comment est-ce que l'on fait pour que l'ensemble des acteurs aient une culture commune? Parce que, comme vous le savez, actuellement, le transport, il est de différentes compétences. Donc, on a des transports qui sont de compétences provinciales, des transports qui sont de compétences communes et d'autres qui sont de compétences, on va dire, territoriales. Donc, voilà. Alors, la démarche du schéma global de transport, c'est un peu de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux organiser le transport au niveau du pays pour pouvoir desservir complètement tous les points du territoire et à un moindre coût. Alors justement, les thèmes qui ont été abordés, la gouvernance et le financement des transports calédoniens. Donc on s'attend à 16 milliards par an. Est-ce que c'est trop pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut se permettre justement? C'est le chiffre effectivement qui a été donc affiché par l'étude, puisque vous savez que l'étude a été confiée à un groupement métropolitain, donc le groupement Sistra. Donc ils ont affiché ce chiffre de 16 milliards. C'est vrai qu'à prime abord, on peut se dire que c'est cher. Mais en même temps, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Si on veut que le pays soit bien desservi, autant dans le maritime, dans l'aérien que sur le terrestre, eh bien, on a envie de dire qu'il faut aussi mettre les moyens. Donc, c'est vrai que par les temps qui courent, donc on peut tout de suite se poser la question, mais oui, on donne encore ce genre de schéma, alors qu'on sait très bien qu'on a des problèmes d'ordre budgétaire. Nous, au niveau donc, du cabinet Thuénan et on va dire un peu disons les indépendantistes, on a toujours défendu la question de la réforme fiscale, puisque on pense que c'est aussi là qu'il faudrait aller chercher donc, les moyens. Nous avons actuellement une étude de financement qui est en cours et qui va donc pouvoir mieux préciser quelles sont les cibles qu'on pourrait développer pour pouvoir justement peut-être trouver des moyens. Des moyens financiers. Alors c'est une occasion pour revenir sur le transport rail, le transport rail qui a fait beaucoup de choses et beaucoup de création de lignes entre communes. Donc on va écouter plutôt ce micro-trottoir qui a été effectué par Duke Menongo à la gare de Nouméa. Je suis venu de Comac, car de Comac, à 400 km de là-bas jusqu'ici. On est arrivé ici à 5 heures, je ne sais pas c'est à quelle heure, oui. Mais je trouve que c'est mieux. C'est mieux.
dans le car. Et c'est bon. Là, on est venu, mais il n'est pas trop plein, les cars. Ouais. Moi, c'est juste pour la vitesse. Les cars d'avant, d'après moi, je trouve qu'ils roulent vite. Mais celui-là, aujourd'hui, il roule moins. Je sais pas, d'après moi, je trouve que c'est comme ça. Enfin, tout le monde, ils ont dit comme ça aussi. Je travaille à Koumak, au collège de Koumak, en tant que prof. Je prends le bus qui va de Koumak, qui fait Koumak-Nouméa en fait, le tronçon Koumak-Nouméa. Je prends 2 fois, une fois pour de Nouméa à Koumak et le mercredi de Koumak à Nouméa. Je trouve que c'est superbe. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut pas prendre. On peut qu'acheter les tickets en fait sur Nouméa sur place, mais on peut pas les acheter ailleurs que sur Nouméa. On est obligé d'acheter les tickets dans le bus quand on est par exemple dans le nord. On ne peut pas les acheter ailleurs que dans le bus. C'est le seul inconvénient. Alors parfois le bus il peut être complet et on n'est pas au courant. Donc voilà. Mais sinon c'est superbe. Je viens de Koumak. Voilà, je viens surtout de Wengwa. Mais voilà, c'est par le car de Koumak que je suis arrivé sur le rail. Voilà. Moi, ce que je trouve de bien, c'est simplement comment sur le nombre de passagers. Sur le nombre de passagers. Avec les anciens cars, voilà, c'était tellement surchargé, puis on se sentait un peu coincé, c'était pas ça, quoi. Maintenant, avec le rail, bon, ce que je trouve bien, c'est que voilà, les espaces sont bien, il y a de la place pour tout le monde, il y a la sécurité. Voilà, c'est tout ce que je trouve que c'est bien pour le rail. Et puis sinon, c'est sur le colis, là, les histoires de colis, voilà. Pour qu'ils remédient à ça, parce que sinon on vient d'un bout, ce n'est pas pour venir en ville pour acheter un petit sac à main. Hein. Voilà, on vient acheter des choses. Si on ne peut pas les renvoyer par le car, bah, à quoi sert hein, voilà, c'est tout ce que je trouve un peu négatif. Merci. Je viens de Puebo et j'ai pris le bus de Koumak. Il n'est pas très efficace puisque on arrive plus tard que le car d'habitude. Surtout là, on a un problème, il faut s'arrêter à chaque station pour la porte. Puis nous, comme on est de Puebo, mais on a dimanche, lui, il ne monte pas jusqu'à Puebo. Nous, on descend à Koumak et puis on fait du stop pour monter jusqu'à Puebo. Voilà, donc des points positifs comme négatifs ont été relevés par les clients du rail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà des réponses à donner à certaines questions? Eh bien, je pense qu'il faut quand même préciser que ça fait, on va dire, à peine 1 an qu'on a lancé donc, le réseau rail sur l'ensemble du pays. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a essayé de desservir l'ensemble des communes. Maintenant, tous les points négatifs qui ont été soulevés, donc j'ai relevé là qu'il y a l'histoire du billet où on peut n'acheter que dans le bus, il y a la question des colis et puis la question de la vitesse. Alors la vitesse, nous, si vous voulez, on a déjà intégré la question du développement durable. Et donc à 90 km/h, eh bien, on pollue moins. Donc c'est plus pour cette raison-là qu'on a... On a en quelque sorte limité les vitesses. D'ailleurs, pour ceux qui prennent le bus, ils savent très bien que quand ça sonne, c'est que le chauffeur il a dépassé les 90 km/h. Donc c'est ça la raison pour la vitesse. Maintenant, pour ce qui concerne les billets, il y a un projet qui est actuellement dans notre dossier qui s'appelle la centrale mobilité. Et donc c'est un dispositif qui va permettre justement à l'ensemble des usagers de pouvoir acheter des billets même à partir de leur mobile ou sur ordinateur. Et puis en même temps aussi de pouvoir se connecter. Donc j'ai vu qu'il y avait une dame qui a signalé le fait que donc ils sont arrivés en retard par rapport au départ sur Nouméa depuis Koumak. Donc voilà, la centrale mobilité, ça sera un dispositif qui pourra régler l'ensemble de ces problèmes-là. Il y a aussi les histoires de colis. Il y a aussi l'histoire des colis. Ben oui, ça c'est une habitude ici dans le pays. Donc c'est vrai de partir avec voilà 3 ou 4 sacs. Donc effectivement maintenant on a limité. Je pense que c'est quelque chose qu'on prendra en compte et puis on essaiera de trouver une solution. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de la vitesse. On peut aussi parler des accidents de la route qui se multiplient aussi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça a été discuté avec les professionnels du transport à Bourail? La question de la vitesse, c'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément un sujet qui regarde donc le secteur transport. Mais si je peux dire un mot, puisque le cabinet est aussi en charge de la sécurité routière. Donc oui, la vitesse, on a beau mettre des radars, on a beau mettre des gendarmes
à chaque bout de grandes lignes droites. Après, moi, je pense que maintenant, c'est plus un problème de comportement. Et les actions qui sont actuellement en cours de réflexion dans le cabinet avec les professionnels de la sécurité routière vont plutôt dans ce sens-là, d'agir sur le comportement des usagers de la route. D'accord. Alors, on passe à un tout autre sujet. Notre compagnie locale aérienne va bientôt fêter ses 60 ans d'existence. Beaucoup de clients, justement, de Aircal se plaignent que peut-être que, justement, l'aérodrome de Magenta va se déplacer à Tontouta. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça va vraiment se faire? Alors, le déplacement de Magenta sur Tontouta, ce sont des choses qui sont, on va dire, des orientations qui sont préconisées donc, dans le schéma global de transport. Je disais tout à l'heure en introduction que le schéma est un outil qui permet de rationaliser un peu les choses au niveau du transport et à moindre coût. Alors, effectivement, ça fait peur à tout le monde dès qu'on parle du transfert de Magenta sur Tontouta, parce qu'on a l'habitude d'atterrir à Magenta. Je pense que c'est plutôt le fait que les annonces qui ont été faites sur la question, on n'a peut-être pas précisé jusqu'à présent tout ce qui est, on va dire, pratique. C'est-à-dire qu'on va à Tontouta, c'est plus loin de Nouméa, comment est-ce que je fais pour aller jusqu'à Tontouta, qui c'est qui va payer le bus? Si j'arrive de Lifoutar dans la nuit, comment est-ce que je fais pour redescendre sur Nouméa? Il me semble que ces questions-là, il faudrait qu'on les précise, nous, qui sommes à la responsabilité de ce secteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la question sécuritaire, puisque vous savez que l'aérodrome de Tontouta est sous dérogation depuis un certain nombre d'années déjà. Et cette dérogation, elle a été exigée dès l'instant où la compagnie elle a décidé d'acheter des ATR 72. Parce qu'en fait, la question de la sécurité se pose uniquement pour les ATR 72. Les ATR 42 peuvent continuer à se poser sur Magenta. Donc là, il y a une question de sécurité aussi qui fait que, effectivement, cette éventualité de se déplacer sur Tontouta, elle est là, quoi. Elle est sur nos bureaux et elle est à l'étude. Il y a une question qui se pose chez les clients, c'est est-ce qu'on ne favorise pas plus les clients, on va dire les touristes, que la clientèle locale? Le tourisme, c'est aussi quelque chose c'est une préoccupation dont on essaye aussi d'améliorer, hein, puisque vous savez que le tourisme, c'est aussi c'est aussi des ressources pour le pays. Mais je pense que sur le dossier, nous n'avons pas hiérarchisé les choses de cette manière-là. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut réellement retenir, hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est la question de la sécurité sur l'aérodrome de Magenta et puis les histoires de coûts, parce que y a ce qu'ils appellent le rapprochement au niveau des contrôles. Quand l'avion doit se poser sur l'aérodrome, eh bien, ça coûterait beaucoup moins cher de rapprocher tout ça sur Tontouta, vu la distance entre ici et Tontouta, quoi. Alors, il nous reste peu de temps avant la fin de cet entretien. Je suppose que dans ce schéma global, vous avez parlé aussi du transport maritime. Il y a l'arrivée du nouveau bateau. Est-ce que cela, justement, qui gère les marchandises, est-ce que cela va améliorer les choses? Et même au niveau du transport, on dit que voilà, Betty Joe est toujours au carénage. Oui. Voilà, donc comment on va améliorer les choses? Oui, tout à fait. Le Scorpio, l'arrivée du Scorpio, hein, donc on salue l'arrivée de ce bateau puisque ça nous permet, nous, donc d'alléger les choses au niveau de la desserte concernant les frettes et surtout les carburants. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, sur la desserte maritime proprement dite, donc concernant les passagers, depuis 2 ans déjà, le cabinet est sur ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, de manière à ce que quand il y a des problèmes sur le port, on va dire au niveau de la desserte, eh bien, la collectivité pays peut intervenir pour gérer donc la desserte en attendant. Et puis en même temps aussi, c'est un dispositif qui permet aussi au territoire donc, de réfléchir sur des hypothèses possibles pour mettre un peu comme le rail, parce qu'en fait le réseau rail, c'est finalement le territoire qui a mis les bus pour la desserte terrestre. Donc ça sera la DSP, c'est exactement la même chose, mais au niveau maritime. D'accord. Voilà. Alors pour terminer cet entretien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour l'avenir, pour les 20 ans, qui nous attendent, est-ce que le transport sera en bonne santé?
En bonne santé, je ne peux pas dire affirmer les choses comme ça, mais je pense qu'il y aura certainement des améliorations. Je pense que le réseau rail confirme déjà une chose, c'est que dès l'instant où on essaye de prendre en compte correctement les besoins de la population, eh bien, on peut trouver les moyens, on peut s'arranger pour que les choses marchent. Donc, le transport aérien, moi, je pense que d'ici quelques années, enfin, même s'il faut partir sur ton toutage, je pense qu'on aura mis les choses pour que la population voilà, trouve son compte aussi. Et puis, pareil pour le bateau. Je veux dire, si on met la DSP en service, je pense que la desserte maritime, on pourra peut-être aller sur plusieurs bateaux, plusieurs rotations. Enfin, voilà, je pense que les solutions sont là. Mais les choses vont s'améliorer. Viviane Arrou, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Élise. Allez, on passe tout de suite à notre agenda du pays. Bonjour à vous à la maison et salut à toi Élise. Salut Davina, donc c'est toi qui commence aujourd'hui? Oui, j'avais envie de faire ma star aujourd'hui, c'est moi qui commence. Donc, ok, je te laisse la place. On va y aller tout de suite avec quelques petites informations brèves à vous donner. On commence du côté de Koumak. À l'école Charles Mermoud, il y aura une soirée loto qui sera organisée donc, demain, vendredi 3 octobre, à partir de 18h30. Sur place, bien sûr, les stands habituels de buvette et de restauration. Toujours à Koumak, on parle du concert des Chiens Bleus qui aura lieu donc demain, vendredi 3, du côté du restaurant Le Skipper. Ils seront également du côté de Koné le lendemain, donc le 4, à l'hôtel L'Anéa. J'ai pas fini, elle veut pas que je parle aujourd'hui. Donc, du côté de l'Anéa, toujours demain, il y aura un marché qui sera proposé avec les artisans de la zone VKP ainsi que ceux de Pont-Dimier, donc de 10h à 18h à l'Anéa. Voilà, rendez-vous dans la zone VKP et à Pont-Dimier. Ensuite, direction Yingen, la poule couveuse. Tout à fait, on va parler de la section football du club de Yingen qui organise, sa journée de vente. Ça se passera le samedi 4 octobre à la tribu de Wenjik, à la maison commune d'ailleurs. Au programme, donc, volleyball mixte, bien sûr, pétanque en doublette et restauration sur place, voilà, du côté de Wenjik. Voilà, d'ailleurs, on salue la population de la tribu de Wenjik. On continue, on reste dans l'actualité sportive en province Nord. Tout à fait, et là, on s'intéresse au Grand Prix des raids de la province Nord, donc pour la dernière course qui se disputera à Belep, donc le 9 novembre. Cette course, bien sûr, n'intervient pas dans le classement des grands raids. C'est une course comme ça à part pour ceux qui le veulent. Donc au programme, un raid de 16 à 22 km qui s'adresse aux coureurs ayant au minimum 18 ans. Et puis un mini-raid quand même de 7 à 10 km pour les coureurs à partir de 14 ans. Renseignements au numéro qui s'affiche, donc le 25 35 11. Les inscriptions sont possibles jusqu'au mercredi précédent la course à 17h. Passé ce mercredi, vous pourrez toujours vous inscrire, mais il y aura une pénalité à régler. Voilà. Et il y a un site internet, je pense. Tout à fait. Donc, pour le mercredi, jusqu'au mercredi précédent la course, vous pouvez aller vous inscrire sur le www.njico.com. Et puis voilà, donc c'est à votre disposition. Voilà, Davina, on se donne rendez-vous sur le mini-raid. Oui, vaut mieux. Voilà, chers amis, si vous êtes intéressés par le Grand Prix de la province Nord, j'espère que vous avez tout noté. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité? Après le mini-raid, je te propose qu'on aille donc, du côté de Yaté, plus précisément à la tribu d'Ounia, où il y aura des journées de découverte des traditions culinaires kanak qui seront proposées, donc, s'organiser par l'association des intervenants culturels de Yaté, en partenariat avec d'ailleurs la commune aussi. Pour ceux qui souhaitent avoir un numéro de téléphone pour pouvoir avoir des infos, le 46 01 51. La journée débutera donc à 8h avec l'accueil à la médiathèque de Yaté. À 9h, tout le monde démarre vers Ounia pour faire les gestes coutumiers, n'est-ce pas? D'accord. Puis ensuite, commenceront les ateliers culinaires avec les mamans. Je sais qu'il y a 4 produits phares qui sont mis à l'honneur, donc notamment le taraudot, le poisson, le crabe et puis l'igname. Donc voilà. Il y aura aussi au programme des contes et des légendes ainsi que des chants. Donc la journée se terminera à 15h par aussi des gestes coutumiers. Donc voilà. Voilà, un beau programme qui vous attend. Et ce samedi 4, pardon, voilà, je précise quand même.
Voilà. Ok, direction Puebo, pardon. Cette fois-ci, il sera question des journées culturelles ce week-end. Oui, on parle de la 9e édition des journées culturelles Bamouendjoup. Donc les samedis 4 et dimanche 5 octobre, voilà, la tribu de Diaoé sur le site Kaliwayat. Le thème de cette année, c'est Vivre ensemble nos traditions et notre patrimoine à la tribu. Voilà, c'est un joli thème de réflexion qui nous est donné cette année. Voilà, pour ceux qui auront la chance d'y assister, eh bien n'hésitez pas par la suite à partager avec nous. Ensuite, qu'est-ce que tu as pour nos téléspectateurs encore aujourd'hui? Pour continuer, je voulais juste vous rappeler qu'il y a l'exposition monumentale Pacific Art qui se tient en ce moment et jusqu'au 11 octobre d'ailleurs, du côté de Nouméa, le long de la promenade Pierre-Vernier. Je sais pour les avoir vus que c'est impressionnant et c'est beau à voir, quoi. Voilà, au programme de cette exposition, des sculptures géantes réalisées par nos artistes locaux, mais aussi par des artistes du Pacifique. Voilà, à voir ou à revoir, hein, pourquoi pas. Voilà, on aura des belles choses à regarder en faisant du sport. Et on s'attaque maintenant à un sujet plus sérieux, donc puisqu'on parle de la mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord. Plus communément appelée la MASCOP, qui propose d'apprendre ou de réapprendre à lire gratuitement avec l'aide de professionnels de l'apprentissage de la lecture. Ça se passera donc du côté des locaux de la MASCOP. Ils sont situés à côté de la médiathèque de Pointe-Gimier au premier étage, bâtiment A. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient les appeler, donc le 47 10 17. On sait aussi, Élise, qu'il y a beaucoup encore de Calédoniens qui sont touchés par ce problème d'apprendre à lire et à écrire, qui ne savent pas encore. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous encourager, de vous dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et puis voilà, allez-y, n'hésitez pas, on vous soutient. Voilà, et puis de vous rapprocher de la MASCOP. Tout à fait. Eh bien, merci Davina pour toutes ces informations. On te retrouve tout à l'heure pour la rubrique Fin Bon. Oui, Elisa, tout à l'heure pour le Fin Bon. Sinon, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle du colocasia et donc le colocasia c'est un des tubercules les plus appréciés donc, du pays. Je veux bien sûr parler du taro. Alors bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Oui, c'est le Colocasia esculenta, le taro. Et puis voilà, aux côtés de l'igname, du kumala, du manioc, eh ben, le taro fait partie des tubercules les plus cultivés, les plus consommés aussi au monde. Alors on a parmi les plus gros producteurs et puis les plus gros consommateurs du monde, on a du côté africain, on a le Ghana et le Nigeria. Ce sont les deux qui sont vraiment à la tête de la production puis de la consommation mondiale. Et puis en se rapprochant un peu plus de chez nous, là, du côté de l'Asie, on a Taïwan. Et puis après dans le Pacifique, on a Hawaï et puis nos cousins, là, les Fidjiens. Qui sont les plus gros producteurs de la zone Pacifique, Élise. D'accord. Et exportateurs, pardon. Alors justement, Hawaï et Fidji donc, sont à la pointe de tout ce qui est recherche et études scientifiques d'ailleurs sur le taro. C'est vrai, Élise, parce que on va dire que Hawaï, Fidji, le taro, ça fait vraiment partie de leur culture. Et puis c'est un des gros points forts aussi de leur économie depuis des années. Du coup, ils ont su développer des nouvelles techniques de culture, développer aussi au sein de laboratoires très sophistiqués, on va dire ça comme ça, des techniques, par exemple la culture in vitro, tout ça, pour sélectionner certaines variétés de façon à ce qu'il en ressorte des variétés de taro plus résistantes aux parasites, aux microbes, et puis aussi en termes de rentabilité pour la production, ils arrivent à sortir des taros qui donnent un peu plus que les autres variétés, quoi. Du coup, au niveau vente et exportation, c'est tout bénef pour eux. Et d'ailleurs, ici au pays, on bénéficie de toutes ces recherches, puisque certaines espèces qui sortent de cette technique in vitro sont mises en terre donc, au centre des tubercules tropicaux, à Port-Laguerre, donc à Païta. Mais Duke, est-ce qu'on sait d'où provient le taro? D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et pour l'agriculture, ils nous disent que le taro trouverait ses origines en Polynésie. D'accord. Et puis c'est d'ailleurs ça a été confirmé par d'anciens écrits
égyptiens. Sur ces écrits-là, les Égyptiens nous disaient que le tarot, en fait, ils ont retrouvé les traces du tarot, là, ils ont retrouvé la trace du tarot à peu près dans les années 0, du coup, presque. Oui, ça fait presque 2000 ans quoi, que le tarot a été introduit en Égypte, enfin en Afrique, et il serait passé par l'Égypte. Et puis voilà, ils nous disent que la source du tarot, son origine, c'est bien la Polynésie. Alors c'est un peu ce que nous dit aussi, ce que nous disent un peu les vieux d'ici, nous disent que les tarots seraient arrivés ici au pays au travers des différents échanges un peu qu'il y a eu entre nos vieux avant, dans la zone Pacifique, et puis à travers le monde, on va dire ça comme ça. Et puis c'est ce que me disait aussi le vieux Jacob Wahé ou Élise. Alors le vieux Jacob, c'est un pépé à nous d'Iaï, de la tribu de Wakatch. C'est un producteur de tarot. Alors il nous a accueillis chez lui, à la tribu de Wakatch, il nous a accueillis là-bas, et il nous a accordé, on va dire qu'il nous a accordé, mais il nous a invités un peu dans son champ pour nous parler un peu des particularités de la culture de tarot à Wakatch. C'est assez spécial, Élise. Et puis voilà, je ne veux pas en dire plus, je veux plutôt vous proposer à vous à la maison qu'on regarde ce petit reportage ensemble qu'on a réalisé à Ouvea Iai, Élise. Le meilleur terrain de tarot, c'est ici à Wakat, où les gens du nord, les gens du sud, les gens du centre, tous venaient ici pour cultiver le tarot. Parce que la terre, elle est prospère, qu'elle est bonne pour la culture de tarot. Okay. L'eau vient de là-bas, c'est une qui va tout le long. Si tu vas étudier plus tard la géologie de l'île de Yai, la coupe de l'île de Yai, tu verras qu'il y a une sorte d'eau. Depuis là-bas, là, l'eau coule comme ça jusqu'au nord. C'est un peu comme le Diaout, là-haut. Là. Oui. Du fait que c'est élevé comme ça. Tu vois? C'est haut, donc l'eau coule comme ça. Mais ici, c'est le nord. Et là, c'est le sud. Là où nous sommes, c'est le centre, là. Donc le centre, normalement, il fait ça. Tu vois? C'est des deux bouts, ils sont élevés. Donc ici, il y a que la boue parce que ça fait ça, quoi. Tu vois? C'est creux. Voilà. C'est plus humide ici, là où j'ai planté mon pied, là où j'ai appuyé. Mais là, il y a moins d'eau parce que ça a commencé à la marée basse. Donc ici, il va avec le niveau de la mer en bas, là. Quand c'est à la marée basse, ici, l'eau, il descend aussi. Quand c'est la marée haute en bas, le niveau, il monte aussi. Donc ils sont sur le même niveau avec la mer. Mais les gens, ils ne savaient pas. Je regarde en bas, tout la mer, le repère. Si c'est marée basse, c'est pas la peine d'arroser. C'est marée haute, ok. Chaque région, elle a sa manière, sa façon de cultiver le tarot. Tu vois? Donc, en brousse, des fois, ils cultivent près des Sion d'Ignam. Et puis ils ne mettent pas de pailleuse comme nous. Tu vois? La terre, elle est variée aussi. Nous aussi, c'est la terre. Si tu goûtes l'eau, là, l'eau, elle est quoi, là? Elle est saumâtre. Je parle de l'eau. Alors, voilà. Voilà, donc je fais le paillage. Là, je laisse là. Puis quoi là? Puis ici, là. Ici, à cause de la feuille, je dois écarter. Voilà. Donc il met des modes de terre. Déjà, comme ça par exemple. Là, dessus, là. Il met comme ça. Tu vois? Il met comme ça. Tu vois? Ça sert à quoi de faire ça? Ben, le trou. Le trou. Quand le tarot il monte, tu vois, mais ça fait la terre qui est là, qui est soulevée, ben, il tombe. Et il bouche il comble le trou. Ça fait que le tubercule, il est en train de bouffer avec la terre qui est au-dessus, là, parce que lui, il monte là. Il est déjà assez en bas, là, tu vois. Ouais, tu n'as plus besoin de machin, là, il va élever, mais c'est comme ça, là. Donc, il va grandir, tu vois. Là, il a commencé partout, là. Il ne creuse pas de grands trous comme là-haut. L'eau, il va combler le trou, la terre. Tandis que là où il n'y a pas d'eau, c'est sec. Donc c'est à toi de mettre de la terre en haut. Quand il va pleuvoir, la terre va se ramollir et puis il va descendre. Et en descendant, il comble le trou.
le trou que tu avais auparavant creusé. Voilà. Voilà. On laisse comme ça. Ça, je vais enlever et puis laisser à part pour sécher. Celui-là, là. Tu vois? Donc si tu vas mettre comme ça, là, mais il ne peut pas descendre, tu veux mettre le paillage dessus, mais le monsieur en bas, il est, tu vois? C'est la raison pour laquelle il faut le prendre et le brûler. Le brûler, tu le prends, tu le mets dans des tas de saleté, comme ici, là. Tu vas brûler après. Et puis ça, là, c'est ça le paillage. Tu vas planter le taro, je vais cesser le bois, il est juste ici. Le piquer, le bois, ça dépend. Ça, c'est pour les garçons, ça, c'est grand. Il y a pour les filles, puis les dames. J'ai un autre là-bas, là. C'est lourd, tu vois. Quand tu vas planter le taro, là, ben, on ne fait pas comme à marrer, les rappings là, que vous faites, là. Nous, on ne fait pas ça. Quand tu les plantes comme ça, ben, tu fais ça. Voilà. Tu plantes ton taro. Voilà. Après, tu prends ton taro. Là, c'est sec, tu vois. C'est humide, pardon. C'est comme tout ça, là. Voilà. Il y a des, là, j'en ai planté hier, c'est celui-là, là. Ce que j'ai planté hier, là. T'as vu? J'ai planté hier, ça. Il y en a un autre ici, voilà, un autre. Puis il y en a un autre, il y en a un troisième par là. Et ça c'est le jonc. On a fait paillage avec jonc, tu vois? Le paillage, là. Tu le mets bien. Alors là, je l'ai mis comme ça. Mais normalement, toujours, on met la direction du vent. Il faut mieux mettre le paillage pour que l'humidité pour le taro. Et puis, après aussi, l'eau de s'évaporer. L'évaporation de l'eau. Donc, quand l'eau est couverte, elle ne s'évapore pas. Pour les boutures, je ne vais pas arracher le grand. Je prends le petit. Qui va là. Donc on va aller le planter. Il y en a un là. Il vaut mieux tout à l'heure couper. Voilà, je coupe là. Voilà. Comme ça, il va aller droit. Tout à l'heure, il fait ça, là, donc il va tordu. Mais là, c'est vaut mieux. Voilà. Donc ça, on va le planter tout à l'heure là-bas. Ça, là, ben, on a déjà récolté. On a déjà fait la récolte. Et puis on a replanté là-haut, là. Et puis quelques ça, là. Tous les taros qui sont là, c'est ça, là. Pépé, il a pris d'ici, là, le son de l'autre fils, là, qui travaille à la poissonnerie. C'est à lui, celui-là, là. Je lui ai montré comment il faut, voilà. J'ai pris 1, 2, 3, comme on fait avec toi, là, puis ça y est. Lui, il a planté. Ben voilà tout ça, là. On a déjà fait 2 récoltes. Là, on va les planter, celui-là, là. Je le mets seulement comme ça. Je le mets, voilà. Puis je le mets comme ça. Voilà. Puis l'autre, je le mets ici. Voilà. Ah, mais pas. Attends, je vais couper. Ça, c'est petit, ça. Tu vois? Bon. Voilà. Je coupe ça. Voilà comment on fait les boutures, là, pour planter. Puis je vais replanter. Voilà. Voilà, je mets comme ça. Oui. Là, ça pousse tout seul, on ne plante pas. C'est pour manger, ça. C'est comme les choux, tout ça, c'est comme les soucines. C'est bon pour la cuisine. C'est aussi bon pour les bougnats. Là, on met dans le bougnat, c'est très bon. Avec lait de coco, mélangé avec le taro qu'on avait arraché tout à l'heure ici, le régime de banane, puis avec lait de coco. Ça va être très bon avec du poisson. Voilà. C'est bon aussi pour les enfants. Quand ils venaient ici, là, pour les occuper à quoi, là? À ne pas faire des bêtises et puis de marcher partout, ben, tu fais asseoir sur quoi là, pas en fleurs mais avec fruits,
Lui, il s'assoit, puis il commence à bouffer comme les oiseaux. Là, là. Vous mangez, sucré. Sucré. Oui. Voilà, donc tonton Jacob Wayo, que je salue au passage. Et d'ailleurs, je voudrais saluer également les femmes d'Ouvéa, parce que la couronne que je porte vient d'Ouvéa, donc ça date du 24 septembre. Alors, pour revenir justement au reportage, elle est toute particulière, la culture du taro à Ouakach, surtout avec ce système d'irrigation là. C'est vraiment pas pareil qu'en Grande Terre. Et puis, on va dire que nous, la place, le taro occupe une place importante aussi chez nous. Oui. Par rapport au système d'irrigation dont tu parlais, ça a été bizarre un peu de me retrouver un peu au milieu parce que Ouakach aussi, c'est le centre un peu d'Ouvéa. C'est bizarre un peu de se retrouver au centre d'Iaï et puis de s'apercevoir qu'il y a de l'eau douce au milieu. Et puis c'est assez surprenant parce que c'est sur des grandes étendues. Là, j'ai pas pu le montrer comme il fallait, mais la culture de taro sur Ouakach, c'est sur des hectares et des hectares. Et tu as des grenouilles, tu as de l'eau douce tout partout. Du coup, c'est assez un peu contradictoire avec le fait que sur Ouvéa, on a tous ces problèmes d'eau, tout ça, on est obligé d'avoir une usine de dessalement, tout ça. Du coup, c'était un peu bizarre. Et puis, oui, comme tu le dis, Élise, c'est vrai que le taro, nos vieux, ils nous ont dit avant que... Enfin, ils nous disent que l'igname, ça représente un peu l'homme, dans la culture du pays. Et puis le taro, ça représente les mamans, ça représente la femme ici en Océanie. C'est d'ailleurs pour ça que, surtout sur la Grande Terre, quand nos mamans, nos papas, ça, ils cultivent les bilans d'igname, tout ça. Ils mettent souvent les taraudières à côté, en bordure, en bas des ignames. Ils nous disent que c'est parce que l'igname, le taro, il va veiller sur l'igname, il va veiller sur le clan, veiller sur le pays, parce que ici au pays, ici en Océanie, on a l'habitude de dire que Dieu est femme, Dieu c'est la femme qui porte un peu, c'est la femme qui est un peu la corbeille de la culture, avec toute l'histoire du pays, tout ça, les histoires de clans. Voilà, c'est ça. C'est elle qui donne la vie, puis c'est elle qui prend soin, qui prend soin de cette vie-là, quoi. Et puis voilà, pour rebondir encore sur le fait que le taro, avec le taro, on a plusieurs histoires, tout ça. Je voulais revenir sur, on l'a déjà dit, mais c'est une petite histoire qui me plaît un peu à la répéter. Là, c'est la dernière fois quand on a parlé de la culture du taro, les taros irrigués, on avait parlé des mémés de Païta. On sait que c'était où? Excusez-moi, c'était sur Saint-Louis, la tribu de Saint-Louis. On a des frangins et des frangines qui ont essayé à un moment donné de relancer un peu la culture de taro irrigué. Tout ça, du coup, ils ont fait appel aux vieux de Païta, de la zone. Et puis eux, ils nous ont raconté, ils racontaient l'histoire d'un petit crabe. En fait, ils nous disaient qu'au bord des tarots d'eau, des taraudières, il fallait qu'on plante une certaine espèce de bourraou rouge ou une certaine espèce de bourraou, parce que dans les racines de ce bourraou-là, il y a un petit crabe, un petit crabe mauve qui va vivre. Et puis ce crabe-là, il est presque indispensable au bon développement de la taraudière des tubercules. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur un peu cet aspect pas culturel, mais sur cet aspect-là des choses, les liens qu'on a avec le taro, Élise. Voilà. Et puis en Grande Terre, on le voit bien encore, on voit dans les montagnes justement le fait avant qu'il y avait beaucoup de taraudières dans les montagnes. Alors leur système d'irrigation ne devait pas être facile par rapport justement à Ouakach où, comme le vieux Jacob disait, il y a la montée de la mer et quand la mer aussi baisse, il voit quand le niveau de l'eau augmente et descend. Alors que là, en Grande Terre, en montagne, il fallait emmener l'eau. Donc le système d'irrigation n'est pas la même, mais du moment où on va dire que le taro pousse, et puis le taro, on le consomme en igname, en bougna, dans le bougna, on le consomme aussi tu fais bien de le souligner, parce que à Iyaï, dès qu'on est arrivé là-bas sur place, là, on disait aux gens, on est là pour faire un petit sujet sur
un petit reportage sur le tarot de Ouakach, ça, et même les gens du Nord, les gens du Sud, là, ils nous disaient « Ah, mais vous faites bien de faire ça, parce que le tarot de Ouakach, c'est vraiment le symbole de Ouakach, on va dire que il est particulier, le tarot au niveau du goût, tout ça, et il a un goût, une texture différente. Il fait le succès un peu de la tribu de Ouakach. D'ailleurs, une fois par an, je crois que cette année ça ne s'est pas fait, mais normalement tous les ans ils célèbrent un peu, ils célèbrent la fête du tarot à la tribu de Ouakach, Élise. Bon ben voilà, merci Duke de nous avoir parlé un peu du tarot, à moins que tu as quelque chose à rajouter sur le tarot? Non, juste une petite précision, parce que j'avais oublié, on ne l'a pas dit dans le reportage, mais voilà, on voit bien que ce qui est planté dans la taraudière à Ouakach, là c'est surtout des tarots d'eau. Le grand-père Jacob, là, il nous disait que de l'autre côté, il avait quelques tarots de montagne, mais c'était juste pour en avoir dans sa taraudière, quoi. Mais voilà, c'était pas adapté. Compléter sa collection. Mais oui, et puis il me disait aussi que une des principales difficultés qu'il rencontre aujourd'hui pour la culture du tarot, c'est les cochons sauvages. Il me disait qu'à Marais, sur Négoné, et puis en Brousse, tout ça, c'est le cochon sauvage avec les cerfs, et puis à Iaï, voilà, ils ne sont pas épargnés de ce fléau-là. Voilà. D'ailleurs, à tout, on avait parlé du piège à cochon, qu'on en parlera un peu plus dans une prochaine chronique. Merci, Duke. Okay. Merci, Élise, et puis merci encore à vous, la maison, de nous avoir suivis. Merci à grand-père Jacob et puis toute la population d'Iaï. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Job et Éducation. Alors aujourd'hui, pour la rubrique Job et Éducation, nous recevons Sandrine Gravier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable pédagogique du DUT GEA qui va s'ouvrir bientôt à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors avant de parler justement du DUT GEA, comment ce projet a été réalisable ? Alors, ce projet est venu de la volonté déjà de l'université d'ouvrir un peu plus de débouchés à nos jeunes Calédoniens, et notamment pour des étudiants issus des bacs technologiques, donc les bacs STMG, qui ont peu d'opportunités de poursuivre des études et de réussir des études en Nouvelle-Calédonie. Ils avaient à l'heure actuelle quelques BTS, la licence d'économie-gestion, les licences droit ou autres licences de l'université, dans lesquelles ils avaient parfois un petit peu du mal à réussir. Et donc l'idée, c'était de leur offrir une poursuite d'études adaptée à leurs compétences, à leurs besoins. D'accord. Alors pour être clair, avant de poursuivre également sur le sujet, pour nos étudiants ou nos futurs étudiants, quelle est la différence entre IUT et DUT? Alors l'IUT, en fait, c'est l'Institut universitaire de technologie. Si vous voulez, c'est la composante qui va proposer des DUT. Donc DUT, diplôme universitaire de technologie. Le premier DUT donc proposé par l'IUT, c'est le DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. L'objectif pour l'université étant par la suite d'en proposer d'autres au sein de cette IUT. D'accord. Alors justement, ce DUT gestion des entreprises et des administrations, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va enseigner dans cette filière ou dans cette formation? Alors déjà, le DUT est un diplôme en 2 ans. Donc l'objectif, c'est d'offrir à nos jeunes un diplôme niveau Bac plus 2. Le DUT a pour objectif une insertion professionnelle des jeunes à l'issue de ces 2 ans. Donc on va enseigner ici, dans celui-là, des matières de gestion, avec un socle assez large. On va aborder tous les domaines de la gestion, aussi bien les ressources humaines, aussi bien le domaine du marketing, le management. Et nos jeunes, dans ce DUT GEA, on a fait le choix de les spécialiser en comptabilité et en finance, parce qu'on sait qu'il y a un besoin assez important sur le territoire. Mais ils vont aussi avoir des compétences en économie, en droit, en outils chiffrés, mathématiques, statistiques. Donc l'objectif, c'est de former des gestionnaires assez polyvalents, avec une spécialisation en comptabilité et en gestion. Alors, est-ce que ce sera que de la théologie? De la théorie De la théorie, pardon. Alors non, pas du tout. Comme je vous le disais, l'objectif des DUT, c'est une insertion professionnelle rapide. Donc c'est vraiment un diplôme où on va essayer de mettre un maximum les étudiants en situation. Donc avec beaucoup de pratiques, donc ça passe effectivement, comme vous le dites, par des stages. 2 stages, un entre la première et la 2e année, un en fin de 2e année.
et aussi des projets tutorés, c'est-à-dire des projets à mener en partenariat avec des entreprises ou des administrations. Et en plus de ça, au sein des enseignements, on va essayer de mettre un maximum les étudiants en situation. D'accord. Donc avec beaucoup de TP, de travaux pratiques, beaucoup de travaux sur ordinateur, etc. Alors, quelle est la différence avec le BTS assistant de gestion ? Alors, les BTS sont des diplômes donc également en 2 ans qui sont proposés au sein des lycées. Le DUT donc, est une formation universitaire. Le DUT est une formation dans laquelle on va évaluer les jeunes uniquement en contrôle continu. Donc, c'est-à-dire, ça va être leur travail sur les 2 années qui va leur permettre ou non d'obtenir le diplôme. Au niveau du BTS, on a un examen plutôt à la fin de la 2e année. L'objectif du DUT est aussi de former des gestionnaires un peu plus polyvalents, avec certes une spécialisation, mais on va aborder énormément de domaines pour leur offrir des compétences assez larges. Alors justement, comme c'est une première pour la Nouvelle-Calédonie, combien d'heures seront consacrées justement à ces jeunes qui voudront s'inscrire pour ce DUT ? Alors, au niveau des enseignements, c'est ça. Alors, on fonctionne à l'université par semestre. Donc, 2 années, ça signifie 4 semestres. Et on a un volume horaire d'à peu près 440 heures par semestre. Donc, ça en général, ça évoque pas grand-chose. Ce qui se traduit, grosso modo, par 25 heures par semaine. D'accord. Pour combien de matières ? Alors, on a un nombre de matières assez large. Là, vous dire le nombre précis, c'est pas évident. Mais voilà, on a à peu près 25 heures par semaine, plus des périodes consacrées pour ces fameux projets, projets tutorés. D'accord. Alors, est-ce que les jeunes pourront suivre ensuite, poursuivre après ce DUT GEA ? Alors, l'objectif premier, je vous l'ai dit, c'est quand même l'insertion professionnelle. C'est au bout de 2 ans, on s'insère dans le monde du travail. Cependant, il y a une poursuite assez classique qui existe pour les étudiants issus de DUT, qui est ce qu'on appelle les licences professionnelles. Donc, les licences professionnelles, c'est en fait une 3e année. Il en existe 2 à l'université, qui seraient des poursuites d'études tout à fait logiques pour les étudiants issus du DUT GEA, des licences professionnelles orientées comptabilité, contrôle de gestion. Donc oui, il est possible de poursuivre les études et même certains étudiants, s'ils souhaitent poursuivre après en master, c'est également possible. L'objectif premier, je le répète, restant l'insertion professionnelle. Alors, tout à l'heure, on a parlé des stages et je suppose qu'il y a déjà eu des contacts avec des entreprises en Nouvelle-Calédonie. Oui, alors le dossier a été monté avec un appui fort des entreprises calédoniennes. Les entreprises ont été consultées pour bien s'assurer de leur intérêt pour le diplôme. Donc les entreprises sont déjà informées et intéressées par cette formation. Alors, les professeurs sont des locaux, des intervenants venant de la métropole ? Alors, on aura une équipe de titulaires, d'enseignants titulaires, certains étant déjà en Calédonie depuis longtemps, d'autres vont arriver, on a lancé des recrutements. Et on va également faire appel très très largement à des professionnels, puisque, je le répète, l'objectif c'est vraiment de former nos jeunes à des métiers, et donc les professionnels vont intervenir dans la formation pour apporter toutes leurs connaissances, toutes leurs compétences du terrain. Alors, cette formation va commencer justement l'année prochaine. Comment ça va se passer ? Il y aura une première session, ensuite une deuxième session. Comment ça va se passer ? Alors, à l'heure actuelle, on est en période de recrutement. Des dossiers de candidature sont disponibles. La rentrée scolaire donc, est début février, le 9 février. Et ensuite, donc, on va commencer ce diplôme qui va perdurer. Est-ce qu'il y a une limite d'élèves pour les inscriptions ? Alors oui, on n'a que 56 places parce que voilà, pour des contraintes en termes de volume horaire, etc. Donc on a 56 places pour la première année. Alors, quelles sont les qualités que vous attendez justement des élèves qui devront s'inscrire à ce DUT ? Alors, la qualité première, c'est la motivation, parce qu'on sait que des élèves motivés sont en général des élèves qui réussissent. C'est un diplôme qui va demander beaucoup d'investissement en termes de temps pour les étudiants, puisqu'il va y avoir les heures de cours, il va y avoir aussi beaucoup de travaux à mener. Donc voilà, surtout des étudiants motivés, c'est ce qu'on recherche. Alors je suppose que des tutorats vont être mis en place par la suite ou l'année prochaine pour ces cours-là, pour ce DUT ?
Alors, si à la demande des élèves, peut-être? Voilà, il va y avoir, et il est prévu dans les maquettes, des heures d'aide à la réussite. Donc, on va vraiment accompagner nos étudiants. On a une petite promotion, 56 pour l'université, c'est une petite promotion. Donc, on va vraiment accompagner nos étudiants pour faire en sorte qu'ils réussissent. Alors, justement, pour les étudiants qui s'intéresseraient peut-être à ce DUT, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des renseignements? Alors, toutes les informations se trouvent sur le site de l'université, www.univ-nc.nc. Vous avez vraiment directement sur la page d'accueil un lien pour aller trouver tous les renseignements avec des plaquettes qui décrivent vraiment la formation et avec un dossier de candidature. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de l'université. Une petite question un peu plus personnelle en tant que professeur de l'université. Donc, il y a eu une liste d'universitaires de la France et sur 77, l'université de la Nouvelle-Calédonie, donc nous sommes 77e quand même sur 77, ça veut dire les derniers. Est-ce que c'est un chiffre qui signifie quelque chose ou pas? Alors, à mon sens, c'est un chiffre qui ne signifie pas grand-chose. Il faut être très vigilant sur la construction de ces chiffres et de ces indicateurs qui prennent quand même des références très métropolitaines. Le contexte ici est assez différent. Il y a peu de débouchés pour nos jeunes. Donc, l'université accueille effectivement tout type d'étudiants et parfois certains qui ne sont pas adaptés pour suivre ces formations, qui n'ont pas les compétences, les ressources nécessaires pour suivre ces formations. Donc, apprendre avec des pincettes, il faut être vraiment vigilant sur ces chiffres. Alors, un dernier mot, un petit message à passer aux étudiants qui seraient intéressés par cette formation? Eh bien, écoutez, la première étape, c'est déjà d'avoir votre bac, puisque nous prenons des personnes qui ont un niveau bac. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas surtout à postuler, à déposer votre dossier de candidature. Cette formation, voilà, on sait qu'elle a vraiment l'appui des entreprises. Donc, en termes d'insertion professionnelle, si vous souhaitez suivre des études courtes, c'est une voie qui, à mon sens, est très intéressante. Sandrine Gravier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Allez, on passe tout de suite à notre chronique Fin Ban. Alors, Davina, on parle de quoi aujourd'hui dans le Fin Ban? Alors aujourd'hui, je te propose, ainsi qu'à nos amis à la maison, qu'on parle du maï-maï. D'accord, c'est bon ça. Ouais, net. Alors il faut savoir déjà que le maï-maï est connu sous différents noms. Donc en grec, on l'appelle le coryphène, donc ça signifie qu'il porte un casque. Voilà. On sait aussi qu'il s'appelle la dorade. Voilà. C'est un gros poisson que l'on peut trouver dans les régions tropicales ou subtropicales aussi, dans tous les océans. Occasionnellement aussi en Méditerranée. Et bien sûr, tu le retrouves aussi chez nous, dans nos eaux. On le rencontre aussi bien au large qu'à proximité des côtes, voilà, à des profondeurs variant entre la surface et 85 mètres de profondeur. Donc il aime bien jouer, voilà. Il est prisé par nos amis qui aiment la pêche au gros. C'est un prédateur puissant, d'où son nom d'ailleurs en hawaïen. Maï-maï signifie fort fort. D'accord. Et bien sûr, on le reconnaît souvent à ses couleurs, le maï-maï. Tout à fait. Le maï-maï est reconnaissable à ses couleurs, donc bleu, jaune ou vert jaune d'ailleurs, ça dépend. Mais tu sais, parfois il est nommé aussi poisson caméléon. D'accord. En raison de ses facultés à changer de couleur comme ça, en un claquement de doigts, il change de couleur. Le corps peut passer du jaune brun au bleu ou encore blanc, en laissant apparaître quelques petites pigmentations de couleurs différentes. Ça peut être rouge, bleu ou même noir. Voilà, les nageoires sont également très colorées, bleu jusqu'à bleu-vert, tu peux voir des nuances. Il y a aussi sa dorsale là, qui descend jusqu'au bas de son corps, qui elle peut être bleue ou voilà, d'une couleur un peu bleu-verte aussi, voilà. En tout cas, de très belles couleurs. C'est peut-être ça qui nous attire. Je pense aussi, ça doit y être pour quelque chose. On sait aussi, Élise, qu'il se déplace en couple souvent. Donc, pour te parler un peu du couple, le mâle sont facilement reconnaissables à leur tête en forme de massue un peu. Là. Le maï-maï a une espérance de vie assez courte. Il peut vivre 4 ans. C'est court et c'est lent en même temps pour un poisson. Pour te donner une idée de sa taille, on sait que... pour un adulte, il peut aller de 1,50 m pour 20 kg. Il peut même atteindre 2 mètres pour 40 kg. Donc, c'est assez impressionnant. C'est un poisson, en plus d'être balèze, qui est rapide. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 nœuds en termes de km/h. Ça fait 100 km/h quand même. D'accord. Je vois ce qui excite nos chers pêcheurs. Je pense que ça doit être ça. Tu sais, là, c'est coriace comme poisson. C'est une espèce qui se déplace, comme je te le disais, en couple, souvent, très souvent. C'est rare que tu vas trouver un maï-maï tout seul.
D'accord, bah, sa présentation, c'est pas un petit poisson. Et justement, qu'est-ce qu'il mange pour être aussi gros comme ça, le maïmaï? Eh bien, tu sais, du fait qu'il fasse des grandes migrations comme ça, eh ben, ça entraîne le fait qu'il mange beaucoup de choses différentes. Il peut manger, c'est d'abord un poisson carnivore, donc il se nourrit de poissons volants, de calmars, de maquereaux et d'autres petits poissons, mais aussi de crustacés et de zooplancton. D'accord, ben il mange tout, hein. C'est pour ça qu'on ressent peut-être... au niveau de sa chair. Voilà, c'est pour ça qu'on a envie de le manger, parce qu'il mange peut-être, ouais, tout. Tu sais, ça peut peut-être donner aussi cette petite particularité qu'on connaît à la chair du maïmaï. Mais ça a aussi un inconvénient, Élise, tu sais que du fait qu'il joue comme ça entre les profondeurs et qu'il mange un peu de tout, eh bien, il peut être facteur de la gratte. D'accord. Donc il faut faire attention, surtout dans la région Indo-Pacifique. Pour te parler un peu de sa chair, on sait qu'elle est douce et qu'elle se tient bien à la cuisson. Le maïmaï se laisse cuisiner comme tu as envie en fait. Hein. Donc il peut être à la vapeur, grillé ou encore poêlé, comme d'ailleurs dans ce reportage de notre collègue Duke Menongo. La poêlée océane, on regarde. Bonjour, je vous accueille au restaurant Les 3B à Caméré. Alors aujourd'hui, on va préparer une recette typique du restaurant, c'est-à-dire une poêlée océan, composée de fruits de mer, bien sûr, comme l'appellation dit poêlée océan. Alors vous allez trouver dedans, pour commencer, le maïmaï, un beau filet de maïmaï frais du marché, à peu près 70 grammes à 80 grammes par personne. Alors ensuite, les Saint-Jacques, des belles noix de Saint-Jacques avec corail, il en faut 4. Les crevettes préalablement cuites et décortiquées, juste en laissant l'extrémité de la queue pour la décoration dans l'assiette, dans le plat final. Il en faut 4 aussi pareil. Alors du poulpe du marché aussi, que nous avons préalablement cuit et découpé. Il en faut à peu près 40 grammes aussi. Le cognac de cuisine, salé poivré de préférence. De l'ail haché, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors de l'oignon sec taillé grossièrement, des oignons verts, à peu près 10 grammes d'oignons verts taillés et émincés, du persil haché, à peu près une cuillère à soupe aussi de persil haché. Bon, pour démarrer cette recette, on va commencer par tailler le maïmaï. Alors le maïmaï, il ne faut pas le tailler trop petit parce qu'à la cuisson, sinon il va devenir trop sec. Donc pour garder la saveur du maïmaï, c'est-à-dire pas qu'il soit sec, pour garder le mi-cuit à l'intérieur, on va le couper en gros morceaux. Donc voilà, un morceau de maïmaï de l'équivalent de cette taille-là à peu près. On en met 4 par personne. Alors maintenant que le maïmaï a été découpé et préparé, nous allons passer à l'étape cuisson. On va procéder par la première étape, c'est-à-dire faire revenir les oignons, saisir le maïmaï dans l'ordre pour éviter justement que le maïmaï soit trop sec, que la Saint-Jacques soit trop sec et tout ça. Alors, pour préparer la cuisson, la poêlée, on va prendre une petite poêle, justement. Voilà, on va faire bien chauffer pour qu'elle saisisse vraiment bien le maïmaï et qu'il ne soit pas trop cuit. Juste pour le faire bien saisir. On prend un petit peu d'huile. Voilà. Ensuite, nous faisons revenir les oignons. Il ne faut pas que les oignons soient trop cuits ou trop colorés. On les remue pendant la saisie pour les faire bien suer en fait. Alors ensuite, une fois que les oignons sont sués et pas trop colorés, on rajoute le maïmaï. Voilà, 4 morceaux de maïmaï. Pareil, juste les saisir, les colorer. Il ne faut surtout pas les cuire. Bien les colorer, bien les saisir des 4 côtés.
Une fois que les morceaux de maïmaï sont bien saisis des 4 côtés, on rajoute les Saint-Jacques. Alors pareil, les 4 Saint-Jacques. Alors le même principe avec les Saint-Jacques, juste les saisir, pas les cuire, pour garder le moelleux justement de la Saint-Jacques. Si vous voulez pas avoir une Saint-Jacques qui devienne caoutchouc à la fin de la cuisson, il faut juste la saisir en fait. Voilà, ça va très très vite pour les Saint-Jacques vu que la poêle est bien chaude et tout. Passons à l'étape suivante, nous rajoutons les crevettes, les 4 crevettes que nous avons pré-cuit au préalable. Une fois que nous avons rajouté les crevettes, on peut rajouter les 2 cuillères de poulpe, découpées et émincées juste avant. Voilà. On assaisonne le tout, on rajoute le sel, le poivre, voilà, légèrement. Pareil pour le poivre. Maintenant que tous nos ingrédients sont bien saisis et prêts dans la poêle, la Saint-Jacques, la crevette, le maïmaï et le poulpe, on va flamber au cognac maintenant pour la fin de la cuisson. Voilà. Juste flamber, pas la peine d'en mettre 3 tonnes, juste ce qu'il faut pour donner le goût et l'arôme. On rajoute un petit peu d'oignon vert pour la fin de la cuisson. Voilà. Une toute petite pointe d'ail haché. Alors pour la finition de cette poêlée océan, nous rajoutons juste à la fin de la cuisson 3 noisettes de beurre qui va nous aider à justement à décoller les sucres qui sont restés un peu dans le fond de la poêle. Et là on finit la cuisson à feu doux, juste le temps que le beurre fonde tranquillement et tout. Alors voilà, maintenant que la cuisson de la poêlée océan est terminée, nous n'avons plus qu'à procéder au dressage. Alors pour le dressage de la poêlée océan, avant l'envoi en salle, on va la dresser dans un petit poêlon en fonte que nous allons chauffer juste avant, de façon à garder la poêlée océan pendant le service, qu'elle reste le plus longtemps chaud possible jusqu'à l'arrivée du client sur la table du client. Alors voilà, là il est chaud, il n'y a pas de souci. Alors maintenant on va le poser sur l'assiette. Juste avant, on pose une petite serviette en papier justement pour éviter que le poêlon glisse dans l'assiette et qu'il soit plus stable. Alors, nous allons procéder au dressage. Les morceaux de maïmaï dans le fond. Ensuite, les Saint-Jacques. Les morceaux de poulpe et les crevettes pour terminer. Ensuite, on va mettre les accompagnements. Là, pour aujourd'hui, on a mis un riz safrané. Alors, avec le riz safrané, on va servir des haricots verts. Ils ont été préalablement chauffés au beurre et à l'ail. Voilà, comme ceci. On va ajouter la petite touche finale de décoration sur l'assiette en mettant un petit peu de carottes râpées, un petit peu de chou rouge. Avec ça, on va rajouter aussi un petit peu de chou blanc, de chou vert. Et hop, une petite pointe d'oignon vert sur le dessus pour la couleur. On va terminer ça par une signature au vinaigre de balsamique. Et voilà, notre assiette est prête pour le repas. Voilà la poêlée océan façon 3B à Caméré.
ça donne vraiment faim. Hein. En plus, le maï-maï est un poisson que j'aime bien, mais comme la plupart des Calédoniens d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas que nous. Tu sais qu'on parle quand même de 30 000 tonnes de poissons capturés. D'accord. C'est une moyenne annuelle pour l'ensemble de la Terre, quoi. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait beaucoup quand même. Ah ouais, ça fait beaucoup. Il faut les laisser un peu pour les générations futures. D'ailleurs, on a pu le voir, hein, préparé cuit à la poêle. Mais est-ce que tu peux nous citer autre manière de faire cuire justement le maï-maï? Alors oui, c'est vrai que tu l'as dit, là on vient de le voir cuisiner à la poêle, mais tu peux le faire aussi grillé, cuit à la vapeur, tu peux même le faire au barbecue, mais il faut faire attention au barbecue parce que comme il est pas, c'est pas un poisson gras, et bien il aura tendance, si tu le laisses trop longtemps, à s'assécher. Ouh là là, c'est dur aujourd'hui. Donc on sait aussi que chez nous, bien sûr, on l'aime accompagné de citron ou de lait de coco. Il peut aussi s'accommoder avec la noix de macadamia, l'ananas ou d'autres fruits, voilà. Si tu veux le faire un petit peu à la façon chinoise, tu vas y rajouter la sauce soja, n'est-ce pas? Et puis de l'ail et du gingembre, ça rehausse un peu le goût du maï-maï. Et avant de le faire cuire, il faut choisir. Alors dis-nous comment reconnaître un maï-maï frais. Comment choisir son poisson au marché, par exemple? Bah écoute, j'ai posé la question à un de nos amis du marché. Il nous a dit que un beau maï-maï frais ne sent pas le poisson. Donc écoute, je vais essayer la prochaine fois. Et ils sont quoi alors? Ils sont très chauds, je ne sais pas. Il me dit que normalement, il n'a pas d'odeur, il n'a pas cette odeur de poisson très forte. S'il est frais, tu ne vas pas le sentir normalement, tu vois. Il a une chair assez translucide aussi, donc transparente. Et puis, il paraît que si tu viens avec ton doigt et que tu appuies sur la chair, il va prendre la forme de ton doigt et puis après quelques instants, il va reprendre sa forme normale. D'accord, donc là, ça veut dire que... c'est un signe de fraîcheur aussi. Ok, je vais essayer de voir ça au marché. Bah oui, essaye, puis tu me diras. Petit conseil de conservation pour terminer. Donc, le maï-maï, c'est un poisson qui se détériore facilement, donc évitez de le laisser baigner dans son jus. Quand vous l'avez acheté, quand vous arrivez à la maison, il faut l'enlever, le laver et le sécher aussi. Donc, avec un... Donc sa chair risque de s'émietter, c'est ça? Il faut essayer de le conserver au maximum hors de l'eau, quoi, hors de son jus. Parce que tu le mets dans le pochon, il va, tu vois, le glacé va se rendre. Enfin, D'accord, ok. Et du coup, voilà, ça a tendance à l'émietter aussi. Okay. Merci Davina pour toutes ces informations. On va essayer de faire cuire le maï-maï comme tu nous l'as conseillé. Choisir le maï-maï surtout. Merci. Merci Élise, au revoir tout le monde. Alors on retrouve la rubrique On s'occupe de vous avec Anna Chiron. Bonjour Anna, alors nous allons donc au conservatoire à la rencontre d'Emmanuelle Lyon, c'est ça? Une spécialiste parisienne de passage sur les territoires et qui a proposé un atelier sur l'analyse fonctionnelle du corps. Bonjour Élise et bonjour à vous. C'est bien ça Élise, c'était une spécialiste donc, qui proposait un stage au conservatoire. C'était un stage pour apprendre donc, à danser sans douleur. D'accord. Donc pendant 2 semaines, elle était là. Le matin, elle s'occupait donc des professeurs et le soir donc aux jeunes du conservatoire. Alors la danse demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est sûr que si on connaît parfaitement son corps, cela peut éviter des désagréments. Justement, une petite question, est-ce que tu sais combien on a d'os? Je dirais 200 à peu près. Je ne suis pas loin, d'accord. On va dire que tu as trouvé la réponse puisque en fait notre squelette est composé de 206 os qui sont constants et il compte 224 os articulés. D'accord. Et il faut savoir aussi que le squelette, il évolue avec l'âge selon le développement de la structure osseuse. Un petit détail à savoir que tout le monde ne sait pas forcément. Donc à la naissance, un bébé, il a plus d'os qu'il n'en aura à l'âge adulte, puisqu'il a environ 270 os à la naissance. Ah tu vois, moi je ne savais pas, je pensais que nous, les adultes avaient plus d'os que les enfants. Alors ça fait beaucoup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le rôle du squelette, pardon? Oui, alors en fait il a un rôle qui est double, le squelette, puisqu'il constitue la charpente du corps, sur laquelle les muscles et autres structures donc, peuvent se fixer. Et puis, il assure aussi la fonction de protection pour certains organes. Par exemple, ceux qui sont situés dans la cage thoracique. Et puis, encore une petite question pour toi. Est-ce que tu sais quel est l'os le plus long du corps? Effectivement, c'est le fémur. Alors, par contre, justement, j'aimerais savoir plutôt quel est le plus petit.
Alors, bonne réponse pour le fémur. Et puis, donc, le plus petit, lui, se situe dans l'oreille et il s'appelle l'étrier. Et puis, en ce qui concerne cette fois-ci la masse du squelette sec, donc sans la moelle rouge, eh bien, il pèse 4 à 6 kilos en moyenne chez l'homme. Et pour la femme, il fait de 3 à 4 kilos. Voilà, donc le squelette, pardon, je vais y arriver, a un rôle important, donc il faut faire attention car les os peuvent se casser par exemple lors d'une chute, d'un accident. On peut aussi se faire très très mal lors d'un mouvement brusque ou juste si l'on force un peu trop par exemple en faisant du sport ou de la danse. C'est vrai que la danse, ça demande énormément d'efforts et puis toutes les parties du corps sont sollicitées et donc c'est vraiment physique comme on dit. Et puis c'est pour ça que c'est important justement l'analyse fonctionnelle du corps. Et moi, je te propose de suivre ce reportage qui a été tourné par Mara Lure du côté du conservatoire. Qu'est-ce que l'analyse fonctionnelle du corps? Alors, c'est une pratique qui a été créée par des danseurs pour les danseurs. Elle a une visée éducative et elle est faite pour développer une meilleure conscience de soi lorsque l'on danse, lorsque l'on bouge en général. Ça s'adresse à tous les danseurs. C'est maintenant une matière obligatoire pour la formation des professeurs de danse pour qu'ils aient un regard plus précis sur leurs élèves quand ils enseignent. En fait, on est beaucoup sur l'observation de l'individu et comment la personne s'utilise quand elle bouge, l'usage de soi lors du mouvement. En fait, les danseurs sont des experts, et encore plus les analyses fonctionnelles du corps dans le mouvement dansé, sont des experts en proprioception. Et qu'est-ce que c'est que la proprioception? En fait, la proprioception, c'est notre premier sens. Parfois, on dit c'est notre 6e sens. En fait, on a donc 5 sens pour connaître le monde. On voit avec ses yeux, on entend avec ses oreilles, on goûte avec ses papilles, voilà. Mais avec quoi est-ce qu'on se sent soi-même? Par exemple, si je mets mon bras derrière mon dos et que je le bouge, comment est-ce que je sais que mon bras bouge? J'ai des petits capteurs sensoriels qui m'informent de comment je bouge, à quelle vitesse, où est mon poids du corps, dans quel sens je bouge, quand est-ce que je m'arrête, etc. Et ces capteurs sensoriels, c'est un petit peu comme si on avait des petits yeux partout dans le corps. Ça peut aider tout le monde parce que ça va nous aider à avoir de meilleurs appuis, une meilleure posture, une meilleure dissociation. Par exemple, il y a des gens qui vont lever le bras, ils vont lever toute l'épaule, par exemple. Donc, est-ce que je peux lever le bras sans engager toute l'omoplate, toute la clavicule? Est-ce que je peux juste dissocier? Même chose dans les hanches, c'est très important. S'il n'y a pas une bonne dissociation articulaire, au fil du temps, les articulations, elles s'abîment, d'une part. Et puis d'autre part, on n'a pas l'amplitude maximale qu'on souhaiterait avoir ou la bonne cohésion et articulée entre les os. Chacun a sa posture, mais parfois elle n'est pas aussi efficace que possible pour optimiser le mouvement. Voilà, on observe, alors on observe à partir de certains critères, donc justement cette relation à la gravité, comment elle s'organise, et puis ensuite on va faire des propositions, on va proposer des exercices qu'on appelle des exercices de perception ou des explorations sensibles, en fait pour avoir une meilleure conscience de son corps et aussi être beaucoup sur se défaire de toutes les tensions inutiles qu'on va mettre dans un mouvement, tous les parasites. Ça, c'est une chose. Et puis aussi être beaucoup plus précis sur comment on s'organise pour faire un mouvement. Quand on lève le bras, quelle articulation on mobilise, ou dans l'articulation de la hanche, etc. Voilà. Et vous sentez bien l'appui des pieds. Alors autant l'avant du pied que l'arrière, que l'intérieur et l'extérieur. Tiens, et bien les deux pieds au même niveau. Comme ça. Il faut que ça soit confortable. Les deux
Voilà. Et alors vous allez prendre appui dans le sol avec ces deux pieds. Je prends appui et mon coccyx monte, mon sacrum monte, ma taille jusqu'à ma taille. Et puis maintenant, en gardant mon appui, je vais déposer les vertèbres mauvaises qui sont entre la taille et le bassin. Et j'articule cette zone-là du bassin, de la taille, j'articule cette zone-là et je dépose. Et puis je monte un petit peu plus haut. La prochaine fois, on va monter jusqu'aux côtes basses. L'argument fédérateur, puisque maintenant il faut un diplôme d'État pour enseigner la danse, hein, l'argument fédérateur, c'était que la prévention des blessures, c'était le premier argument. Et maintenant, je résiste. Et lui, il déroule. Et il détend dans les hanches, il détend dans les épaules, et il déroule chaque vertèbre l'une après l'autre. J'ai des grands bras. Et on leur apprend à moins abîmer leur corps, à prévenir des blessures. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre prévention et virtuosité. C'est-à-dire, si on est mieux organisé pour faire un geste quotidien ou un geste technique, on va aussi le faire mieux. On va aussi optimiser la façon dont on fait ce geste-là. Donc on le fera mieux, il sera plus ample ou moins de force, plus d'aisance, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on cherche en danse. On cherche à vouloir toujours faire plus, mieux, plus grand, ou plus qualitativement aussi, de manière plus sensible, avec beaucoup d'écoute, de finesse. Donc voilà. Mais on s'appuie énormément sur des données venant des sciences. Hein. On a une formation poussée en anatomie fonctionnelle, en biomécanique, en neurophysiologie, etc. Voilà, pour avoir des appuis concrets, pour clarifier les processus par lesquels passent les mouvements et pouvoir les expliquer et donner des appuis concrets à nos étudiants. Côte basse, milieu des côtes, jusqu'aux omoplates. Et là où une grande respiration. Et puis on relâche le haut des côtes d'abord, on laisse s'effondrer et on déroule. Voilà. Et c'est un exercice qui peut faire du bien à monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Pour une personne lambda, ça serait souvent, on parle de gymnastique douce. Voilà, donc c'est des exercices, mais très simples. On peut être allongé sur le sol et puis juste prendre appui dans le sol, lever le bassin, enfin bon, on peut avoir ça. Et prendre conscience de l'articulé des vertèbres, etc. Et du coup, d'abord on se relève, ça rééquilibre les tensions musculaires aussi, ça annule des tensions musculaires qui n'ont pas lieu d'être, qui ne servent à rien, qui sont juste parasites. Et puis ça va tonifier différentes parties du corps. Donc c'est une pratique où quand on le fait, déjà on se sent mieux après. On aura souvent les personnes qui le pratiquent vont dire qu'elles ont moins mal au dos ou voilà, des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle des pratiques somatiques. Les pratiques somatiques, c'est justement ce qu'on appelle dans le langage courant des gymnastiques douces, quoi, qui permettent de développer une meilleure prise de conscience de son corps, comme on vient d'en parler. Et donc d'être à la recherche de ça. Alors il y a des techniques qui sont plus, ou des méthodes qui sont plus connues du grand public que d'autres. Je pense qu'une qui est très à la mode en ce moment, c'est la méthode Pilates. Donc je sais qu'il y a des professeurs de technique Pilates à Nouméa. Mais comme toute pratique, ça dépend comment c'est fait. En fait, c'est pas ce qu'on fait qui est le souci, c'est comment on le fait. Et pour changer une coordination, parce que la façon de se tenir ou la façon de bouger ou d'être à son ordi ou de faire du hip-hop, ce sont des coordinations finalement. Elles ne peuvent évoluer, changer que si on en change sa perception. C'est-à-dire il faut que ça passe par une prise de conscience. Autrement, on refait le même geste 150 fois et au contraire, on s'abîme 150 fois de plus, quoi. On vous apprend à connaître le monde avec vos 5 sens. Comment est-ce qu'on connaît le monde? Parce qu'on a des yeux, des oreilles, etc. Mais comment est-ce qu'on se connaît soi-même, donc, avec cette proprioception, notre premier sens? Eh bien, développer cette proprioception, développer cette fameuse phrase, que se connaître soi-même, hein, d'abord, avant de connaître l'autre. Voilà.
Voilà, il ne reste plus qu'à enfiler vos collants et prendre le chemin des salles de danse. Alors pour terminer, quelques adresses et numéros de téléphone? Oui, l'adresse du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Donc, il se situe au 17 avenue des Frères Cœur-Copineau. Et puis, un numéro de téléphone, le 24 63 15, si vous désirez avoir des renseignements. Et puis, je parlais tout à l'heure des diverses écoles de danse. Donc, recherchez dans l'annuaire ou sur Internet pour avoir des adresses. Merci Anna pour toutes ces informations. À bientôt. Tata à tous. Voilà, c'est sur cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.